Bienvenue à toutes et à tous sur Actu Débat ce lundi. Plusieurs sujets au compteur. Nous parlerons entre autres de l'arrestation du sieur Steve Amoussou alias Frère Rumvi. Sa présentation se joue au procureur et à l'appel à mobilisation de certains partis politiques. Il sera également question entre autres de l'annonce de la reprise du chargement du pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises. Ce sera avec nos deux partenaires du lundi, Alphonse Moïse Soudé et Jules Léandre Kéti, déjà installés dans ce studio. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, Brice Bilaï. Bonsoir à vous, Billy. Bonsoir, Jules. Merci de vous installer, chers amis auditeurs de la Voix des Coteaux-Noirs. À nouveau, bonsoir. Présentation annoncée ce lundi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du sieur Steve Amoussou, beaucoup plus connu sous le pseudo Rumvi. À la veille de cette présentation, certaines formations d'opposition au Bénin ont fait une déclaration sur le dossier. Le Parti Les Démocrates, le Mouvement populaire de libération, la Nouvelle Force nationale et bien sûr le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda ont apporté leur soutien à Frère Rumvi. Ces formations politiques ont invité le peuple à le soutenir. Invite à la mobilisation ou invite à l'insurrection, Julien Kéti, j'ai bien envie de vous le demander. Première question, invite à l'insurrection des partis d'opposition? Non, mais je n'ai pas entendu des propos tenus par cette coalition, on va dire comme ça, d'acteurs politiques et sociaux opposés au régime de la rupture. Je n'ai pas entendu de leurs propos des termes qui me permettent de dire qu'ils ont appelé précisément à l'insurrection. Mais je dois dire que l'appel à la mobilisation massive, à la mobilisation générale qu'ils ont lancé devrait avoir pour conséquence donc des attroupements de personnes si l'appel était suivi. Et lorsque vous interrogez la législation dans notre pays actuellement en la matière, c'est que ces attroupements-là ne sont pas autorisés, en tout cas ne sont pas permis si cela n'a pas fait l'objet d'autorisation. Mais non, il s'agit de revoir également, d'interroger également la pratique ou les usages en la matière lorsqu'il y a un procès qui fait jaser, qui intéresse une bonne frange de la population. Déjà que dans les usages judiciaires, les citoyens peuvent aller dans l'espace d'une juridiction pour dire nous avons envie de suivre telle audience. Maintenant, si la justice ne rend pas l'audience publique, ne permet pas aux gens de rentrer, eh bien ça ne se fera pas. Et là encore, même si c'est permis d'y avoir accès, il y a des règles. Quand vous y allez, vous restez calme, vous allez dans la salle, vous asseyez, et c'est à la mesure de places disponibles. On peut donc décider, compte tenu d'un certain nombre de circonstances, le juge peut demander à ce que le public ne soit pas admis dans la salle. Mais l'appel lancé par les opposants, je ne crois pas que cet appel c'était pour des gens, c'est pour inviter des gens à aller de façon très très disciplinée, aller s'asseoir dans la salle d'audience. Poursuivre cette première comparution donc de Steve Amoussou alias Frère Rumvi, c'était un peu comme, c'est dans un style qui me donne envie de dire, c'est comme si on veut faire une pression sociale sur la justice, mais bon, les acteurs de la justice aussi sont habitués à ce genre de choses. Donc je ne voudrais pas être péremptoire en disant ils ont appelé à l'insurrection. Insurrection, ça laisse l'idée que on veut organiser une révolte de la rue, on veut organiser une révolution de la rue, et lorsqu'on va rentrer dans cet aspect-là des choses, on risque de ne pas trop faire du bien à notre pays, parce que ce soit mouvancier ou opposant, on est tous des Béninois, et je crois que les acteurs, les leaders de l'opposition eux-mêmes aussi sont suffisamment conscients de ce que il faut respecter les lois. Heureusement que le peuple aussi n'est plus dans l'état d'avant où les appels à la mobilisation étaient suivis spontanément sans même que les gens ne cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les mobiles. Et je finis en vous disant que mon point de vue personnel, c'est que
cette mobilisation n'était pas nécessaire. Mobilisation physique, je veux dire, parce que c'est une juridiction et celui qui a été interpellé, on fera tout le débat qu'on veut selon la position qu'on occupe, selon les données techniques juridiques qu'on a à sa disposition. On fera le débat de comment il a été interpellé, comment il a été arrêté, est-ce que ça respecte les lois nationales et internationales, mais c'est à la justice de le faire. Et puis déjà que quand le frère Oumvi se trouve aux mains d'organes d'État bien connus, ces organes, donc l'État, pas ces organes techniques-là, a reconnu, a affirmé que oui, frère Oumvi se trouve entre les mains. L'avocat de frère Oumvi, maître Baparapé, qui est très focus droit de l'homme par ailleurs, a confirmé que quand il s'est adressé à au CRC, on lui a dit que frère Oumvi était en garde à vue à la BEF. Et arrivé à la BEF, il lui a été possible d'avoir accès à son client. Donc, ce sont des éléments clés qui permettent d'avoir la garantie que frère Oumvi va avoir droit à un procès normal comme tout le monde. Et je pense que les opposants feraient mieux d'utiliser le canal, le moyen de communication qu'ils ont pour continuer à donner leur point de vue, s'ils estiment qu'il y a mal donne dans la procédure, s'ils estiment que pour le moral de frère Oumvi, ils ont besoin que leurs échos lui parviennent, bon, tant mieux. Maintenant, que on permette à frère Oumvi, à son arrivée à la criette, de voir quelques figures de proue de l'opposition, tant mieux, ça va être bon pour son moral. Mais après, qu'il soit amené à répondre des actes qui lui seraient reprochés par la justice béninoise, c'est chose normale. Pour moi, le sujet frère Oumvi m'intéresse, mais je dis c'est un citoyen comme tout le monde. C'est un citoyen normal. Et lorsqu'il va devant une juridiction, il ne faut pas que les opposants se comportent comme si, d'avance, ils savent quelle serait l'issue du procès Oumvi. Non. Il va être présenté. Moi, j'étais tenté même de dire à des amis avec qui j'ai parlé de cette affaire ce week-end, je leur ai dit, mais ceux qui s'attendaient à ce que la première comparution de frère Oumvi devant le procureur spécial de la Criette soit un événement ou qu'il y ait des déballages, non, ils connaissent pas trop comment ça fonctionne au niveau de la justice. Surtout pour des dossiers sensibles, la première comparution n'a jamais été le jour, le feuilleton, l'épisode des grands déballages. Non, il y a des usages. On va identifier frère Oumvi, on va s'assurer que c'est lui, celui dont on parle, Steve Amoussou. Il va le confirmer, ses avocats vont le confirmer. On va lui notifier officiellement les chefs d'accusation, ces avocats s'ils ont des éléments à apporter pour que tout soit. Et puis le juge peut être amené, le procureur peut être amené à dire écoutez, voilà, je vous garde dans les lignes de la justice de façon préventive. Et après, peut-être qu'il y a des enquêtes à faire encore. C'est pas encore le fond des dossiers. Et je pense qu'il faut éviter les questions de mobilisation. Qu'ils ne peuvent pas, de la précipitation, qu'ils ne peuvent pas maîtriser toujours dans la mobilisation physique. Parce que quand c'est aux mains de la justice et qu'il n'y a pas de violation flagrante qu'on observe comme ça, franchement, il vaut mieux éviter ça. Mais des opposants, des têtes de pont peuvent se déplacer, c'est permis, pour le moral de leurs éléments. Parce que je me rends compte que de par leur comportement, ils montrent que ces opposants, que bon, voilà, frère Oumvi était un des leurs. D'accord? Moi, j'ai juste constaté que si c'est lui frère Oumvi, Steve Amoussou, il était très critique vis-à-vis du régime. Bon, maintenant, si jamais il était établi que c'était un crime qu'il avait commis, on comprend d'avance, même avant le procès, à qui profitait le crime. Vous y voyez également, dans cet appel à mobilisation, un appel à soutien, un appel à soutenir le sieur frère Oumvi, Alphonse Moïse. Oui, on peut soutenir le frère Oumvi d'une autre manière, c'est pas forcément en descendant dans la rue. Mais je voudrais dire, la plupart des intellectuels béninois aiment Oumvi, prenez leur téléphone. Ils ont tous les émissions de Oumvi. La plupart des intellectuels. Même les hommes politiques. Ils ont leur téléphone. Il y a des gens qui, quand ils n'ont pas ça, ils cherchent, ils trouvent dans leur téléphone. Et parfois, bon, certains sont contents, ils sont de la Ça passionne. Oui, certains sont de la mouvement, ils sont contents. Et puis bon,
Moi, je dis une chose, je voudrais juste qu'on va attendre la fin de la journée, qu'on nous donne les chefs d'accusation, ce qui lui est reproché. Mais je dis, il n'y a pas de miracle, qu'on ne s'attende pas à ce qu'on dise que, bon, ils vont libérer Wumbi. Non, il n'y a pas de miracle. Dans ce domaine-là, quand vous voyez la façon dont il a été interpellé, il faut savoir que par la suite, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Donc, ce qu'on va demander, peut-être l'opposition ne parle pas, il parle de veille citoyenne, de suivre de près comment le dossier là sera traité. Bon, c'est pas là. Il y a des dossiers, on a vu la façon dont le professeur Joël Aïbo a été enlevé, on a vu la suite. Dame Madou, on a vu comment elle a été enlevée, on a vu la suite. Donc je dis, moi j'attends qu'on passe sa première interpellation, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on lui reproche, quels sont les chefs d'accusation qui sont portés à son encontre. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, qu'on nous dise, voilà ce que le procureur lui reproche, et puis on verra la suite. Mais il faut dire une chose, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est arrivée à un moment donné où chacun de nous a essayé d'écouter. Est-ce que vous appréciez en temps ce qu'il faisait? Parce que il faut reconnaître qu'il est intervenu à un moment où l'investigation journalistique a quelque peu faibli. Non, vous savez, vous êtes journaliste. Vous savez, moi, j'ai officié sur une chaîne qu'on appelle Soleil FM. À un moment donné, sous le régime Yahi, nous avons tous été mis sur écoute. Parce que les informations, les débats que nous faisions, les gens estimaient que, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces informations-là? Et au début du régime Patrice Talon, c'est la même chose. Donc, un régime qui constate qu'il y a fuite. Moi, je dis une chose, on n'a pas peut-être arrêté Wumbi pour lui faire mal, mais on voudrait savoir qui, dans la mouvance, donne un certain nombre d'informations, parce qu'il y a des informations précises qu'il donnait à l'époque. Donc forcément que dans la maison mouvance, il y a des gens, je dirais les mécontents, qui ne peuvent pas se montrer à visage découvert, qui leur filent ces informations. Vous êtes journaliste et vous savez qu'à un moment donné, ça arrive quand quelqu'un est au cœur d'un pouvoir, qu'il se sent brimé, il se sent mal à l'aise, il vous donne les informations à petits coups. Donc forcément que cette interpellation va aboutir à savoir au sein de la mouvance la fuite qui sont les renseignements-teurs. Oui, ceux qui lui fournissent, parce que parfois même les gens sont surpris dans la précision des faits qu'ils relatent, dans la précision des informations. Donc forcément il y a fuite au sein de l'appareil d'État. Il y a des taupes qui lui donnent les informations, peut-être dans son interpellation. On va peut-être découvrir qui sont ceux-là, tapis dans l'ombre du régime, qui libèrent les informations. Parce que quand vous suivez un peu certaines informations, on ne peut pas les retrouver à la portée de tout le monde. On ne peut pas les retrouver à la portée de tout le monde. Il faut être imprégné des réalités du pouvoir pour que on vous donne cette information. Tantôt, certains disent qu'il est de la mouvance. Bon, moi, de l'opposition, moi, je ne lui attribue pas, un nom. Il a fallu qu'on l'arrête pour que je sache qu'il s'appelle Steven Amoussou. Moi, je l'ai toujours connu. Et pour ceux qui ne le savent pas, le frère Wumbi a commencé par opérer depuis le régime de Yahi Boni. Il a été les derniers jours de Boni Yahi. Il n'a pas fait cadeau à ce régime-là. Donc, peut-être c'est un homme de conviction. Maintenant, j'ai lu hier toute la journée, j'ai parcouru les réseaux sociaux. On a déjà commencé par attribuer les commanditaires. C'est telle personne qui lui fournit les informations. C'est tel autre qui met les moyens à sa disposition. Je dis, bon, quand on va mettre la main sur son matériel de travail, quand on va mettre la main sur son téléphone, on saura. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la spéculation. Mais je voudrais que les choses se passent dans les règles de l'art. Mais malheureusement, la façon... Parce que moi, j'ai réfléchi un instant, j'ai dit, mais est-ce que notre police peut intervenir comme ça? Mais quand j'ai pensé à ce qui m'est arrivé, moi, j'ai dit, ça peut vous arriver. Parce que quand vous quittez le boulot, et comme un aigle, vous êtes au bord de la voie, vous voulez passer un coup de fil, et comme un aigle, sorti de nulle part, on vient vous piquer votre téléphone comme ça en main. Toutes les plaintes déposées, ça n'a rien donné. Quand j'ai vu cette façon d'opérer avec moi, alors que je voulais passer un coup de fil, quelqu'un sort très bien habillé sur une belle moto et qui me pique le téléphone. Les écouteurs sont restés dans mes oreilles. Je suis allé au commissariat central pour leur montrer ça. À un moment donné, ça m'a fait rire. Bon, et comme je ne me reprochais rien, basta. Quand j'ai été ici interpellé par l'OSSC, je suis allé, on m'a demandé mon téléphone. Je n'ai même pas réfléchi, pas deux fois, j'ai donné.
Moi, quand on se reproche rien, on laisse faire. On est tranquille, d'accord. Comment comprendre, Jules, cette mobilisation de partis politiques d'opposition, de mouvements, bien sûr, de citoyens autour de ce dossier? C'est vrai que Frère Onvi, entre-temps, on le reconnaît au travers de ces critiques acerbes contre le régime en place. Est-ce que cela suffit pour ces temps de mobilisation? Non, je pense que l'opposition béninoise, je pense que l'opposition béninoise s'est retrouvée dans un engrenage, et ne savait pas véritablement à quel sens vouer. Voilà des opposants au régime Talon qui, de par leur première réaction, juste après donc l'annonce de l'interpellation de Steve Amoussou alias Frère Onvi, se sont surpris en train de réagir comme si le Frère Onvi là était plus leur frère que le reste des Béninois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que ils ont réagi particulièrement comme des gens qui sont dans un groupe auquel appartient officiellement Steve Amoussou. Ce qui était au premier niveau déjà gênant, c'est que au-delà de ce que toute personne humaine devrait s'émouvoir de voir qu'un autre être humain a été interpellé dans des conditions telles qu'on décrit ça, mais il a risqué sa vie, tout ce qu'on nous a dit, ça peut vous émouvoir. Mais au-delà de ça, il se fait que celui qui a été interpellé, moi la première question que je me suis posée, je dis mais quelle preuve les gens ont déjà que celui qui a été interpellé là est celui qui se fait appeler Frère Onvi, puisque en se faisant appeler Frère Onvi, celui-là montre déjà qu'il ne voulait pas donc se laisser dévisager, d'accord? Il ne travaille pas sur un organe un média du pays ou de l'étranger que nous connaissons formellement. Via les réseaux sociaux, on diffuse des chroniques de lui. Et quand on scrute un peu le contenu de ce qu'il dit, ce qu'il sert, ce sur quoi il se base pour faire ces chroniques, qui sont particulièrement défavorables aux autorités actuelles du pays, et parfois sur des choses il suffit que vous ayez les notions basiques en droit pour savoir que celui qui dit ça d'un régime le plus pacifique, du régime le plus démocratique, doit être appelé à s'expliquer, à apporter la preuve de cela. Parce que le genre journalistique, si vraiment c'était un genre journalistique, parce que la chronique c'est un genre journalistique, mais le style de chronique qu'il faisait, très engagé, qui est mélangé parfois de l'investigation, mais de l'investigation qui n'a pas l'allure d'une investigation journaliste. Et les journalistiques, nous sommes tous des journalistes. L'un des principes sacro-saints en matière d'investigation journalistique, c'est le principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'on vous dit, Monsieur Brice Bill Haïtidi a commis un crime quelque part, j'investis, on me donne des informations, on me donne même des précisions, même quand j'ai presque toutes les preuves que voici c'est lui qui l'a fait, obligation m'est faite de m'adresser à lui, si tant est que je peux l'identifier, pour dire qu'est-ce qu'il répond à des choses qui sont dites de lui. Et que je puisse rapporter également ce que lui aussi il dit. De toutes les chroniques donc de Frère Onvi qu'on écoutait, eh bien, je n'ai vu nulle part qu'il a fait la démarche journalistique pour interroger le président de la République du Bénin, qu'il attaquait régulièrement, à qui il faisait un procès vraiment sans passer par le tribunal, où il accusait des choses suffisamment graves, et d'autres têtes de pont du pays. Donc, quand c'est comme ça, et que les leaders de l'opposition réagissent automatiquement, les leaders de l'opposition qui sont ici comme à l'étranger, ça veut dire que ce que Onvi faisait les servait. Ça, au moins, on peut tirer cette conclusion. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Eux, ils sont opposants, ça veut dire que ils se réjouissaient, ils s'extasiaient à l'idée de voir quelqu'un pouvoir, depuis son maquis, attaquer le régime. Et quand vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, des gens ont commencé par dire « Attendez, observez-les, ils vont lâcher Onvi. Ils ne vont pas le soutenir. » Donc, ils ont commencé, ils se sont surpris en train de défendre d'abord à un des leurs, un gars qui les sert,
peut-être qu'il savait où il se trouvait, et peut-être qu'il savait comment il arrivait à avoir ces informations. Je dis bien peut-être. Et ça leur faisait mal. Juste après, il y a une frange de la population qui leur dit sur les réseaux sociaux, ils sont ingrats, ils ne vont pas le soutenir. Du coup, ils n'ont pas pu être capables d'observer la réserve nécessaire, indispensable lorsqu'un dossier est déjà aux mains de la justice. Ils étaient un peu comme contraints par l'opinion. Une frange de l'opinion a dit « Ah, nous formons un bouclier autour de Frère Onvi ». D'où l'exagération dans la qualification des faits sans être magistrat. Et on dit mais c'est un régime de kidnapping d'exception qui s'installe. Entre-temps, il y a eu une histoire où on a dit un autre chef de parti politique d'opposition a failli être kidnappé parce que des agents de la police lui auraient demandé de les suivre. Ils se sont promenés dans Cotonou. Après, on lui a retourné son téléphone et son passeport. Tranquillement, il est rentré. Bon. Et quand on est en train de faire ça, voilà que c'est programmé que Frère Onvi soit présenté au procureur. Ils savent très bien, ils ont des avocats, ils sont tous des intellectuels. Ils savent que ce n'était pas décent de se mettre dans la rue pour aller à Ganguito. Ce lundi, ça ne servirait à rien, puisqu'ils ne pourront même pas avoir accès à Frère Onvi, puisqu'on n'est pas encore dans le cœur du procès Onvi, puisque Onvi n'a pas été empêché d'avoir un avocat. Et Onvi, ce n'est pas un adolescent. Donc, il n'y avait qu'à faire quelques délégations, et qu'on se sent proche de Onvi pour être présent. Donc, ils se sont trouvés obligés de commencer par nous vendre l'image de l'époque où les tribunaux étaient envahis par les populations. Imaginez que l'appel qu'ils ont lancé là, que tous les jeunes qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance talon se soient mobilisés pour se rendre à la criette. Mais ils auraient créé quelle situation? Ils auraient créé une situation difficile et que des situations que des leaders politiques ne sont pas appelés à créer. Quand on est leader politique, on est opposant à un régime. On ne descend pas les gens dans la rue parce que la justice veut comprendre une affaire. Et celui qui est traîné devant la justice bénéficie encore de la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas dans une justice d'exception. C'est même pas une justice militaire. Encore que justice militaire, ça existe. Donc, à partir de ce moment, ils se sont exactement comportés comme des gens qui, ne sachant pas comment faire, tombent dans le piège de leur propre ressenti, parce que quelqu'un qui fait des choses qui les arrangent, voilà qu'on l'interpelle, ça veut dire que ce que nous n'arrivons pas à dire ouvertement, on ne trouvera plus quelqu'un pour le dire. Ils n'ont pas pu se contenir, ils l'ont fait savoir. Tout de suite, ils tombent dans le piège de ceux qui disent ils vont trahir, ils vont vivre parce qu'ils vont pas le soutenir. Après, ils tombent dans le piège de ceux qui disent on verra bien comment ils vont faire le jour de la présentation de Onvi devant le procureur spécial. Donc moi je pense que il a manqué, je n'ose pas parler de maturité parce que je ne suis pas plus politique qu'eux, c'est des gens qui ont de l'expérience, je sais, mais même quand on a beaucoup d'expérience, vous faites très, très attention, surtout quand on est en face d'un régime dirigé par quelqu'un qui, sans être connu depuis très très longtemps comme un acteur visible de la scène politique, connaît quand même le fonctionnement de la... Et il me paraît, je ne sais pas pourquoi on donne autant raison à Patrice Talon, quand il regarde, il qualifie la classe politique, les opposants lui donnent trop raison. Comment? Je le trouve serein, tu vois, je n'ai pas vu le gouvernement s'agiter autour de cette question, la justice fait son travail dans un système de séparation des pouvoirs. Et puis voilà, l'opposition qui, excusez-moi, ça aurait pu également avoir de la retenue par rapport à ça. Merci. Fait une déclaration en tant que personne attachée aux droits de l'homme pour dire nous demandons à ce que le gouvernement béninois veille à ce que le frère Onvi, rien ne lui arrive, qu'il ait droit à un procès équitable et que les opposants courent plutôt. Peut-être pour donner beaucoup d'avocats émérites en plus de maître Baparapé à Onvi. Peut-être que s'ils se sentent si Onvi, ils n'ont qu'à travailler dans l'ombre pour que Onvi ait des arguments béton pour démontrer qu'il avait raison d'insulter le président béninois, que ça respectait les droits de l'homme ou les droits les lois de la République, que de dire qu'il y a des affaires de drogue dans la République, que ça respectait les lois que
de dire que bon voilà, il y a la mafia au sommet du pays et que toutes les entreprises étaient privatisées par le chef. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Et moi, je pense qu'il devrait plutôt se réjouir. Moïse a même évoqué quelque chose tout à l'heure. Regardez que des analystes pointus, vraiment avertis, ne s'empêchent pas de dire que ceux qui devraient le plus avoir peur, c'est des gens qui, dans l'entourage du chef de l'État, auraient commis l'imprudence de donner des informations. Mais pourquoi c'est les opposants qui ne sont pas avec talent qui s'agitent plus? Donc pour moi, ils sont dans un engrenage. Qui fassent attention pour moi, si j'ai de la consultation gratuite à le faire, après le raté de ce 19 août, eh bien il faut qu'ils se calment. Un procès, ça ne se joue pas que dans les rues, dans les médias. C'est à un autre niveau. Allez demander, moi je vous fais la confidence, que si ma vie était à reprendre, l'un des métiers que j'exercerais, c'est celui d'avocat. Mon avocat, j'aime plus même que magistrat, parce que avant de descendre dans la rue, avant d'aller dans les médias, allez demander aux grands avocats, et je les écoute chaque matin quand je me lève, et ils travaillent beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à travailler dans l'ombre, ces opposants-là. Ils ont beaucoup d'avocats parmi eux. Ils ont des dossiers qu'ils peuvent apporter à Envie pour se défendre, au lieu de descendre là-bas. Et puis, il y a des présidentiables en difficulté avec leur propre posture, avec leur propre leadership, qui profitent de l'occasion pour aller accorder des interviews avec quelqu'une dizaine de personnes autour d'eux. Vous dites grande mobilisation. Et puis voilà, ils ont offert l'occasion à des gens d'aller prendre les images de moins de 20 personnes. Et pour venir dire que, bon voilà, ça, finalement, maintenant, si moi on me consultait en tant que stratège en communication politique, je dis, mais vous êtes créé plus de problèmes que vous n'en aviez avant l'événement où on vit. Alphonse Moïse, à quoi devra-t-on s'attendre? C'est vrai qu'aux dernières nouvelles, il n'est pas encore présenté. Les députés et citoyens présents sont appelés à se retirer des lieux par les forces de police. À quoi devra-t-on s'attendre concernant ce dossier? Non, moi je dis une chose. Il faut que nous puissions connaître les chefs d'accusation. C'est à partir de cela qu'on pourra envisager la suite, parce que ni vous ni moi ne savons ce qu'on lui reproche. Et maintenant qu'il n'a pas encore été reçu, on n'a pas encore écouté, on va attendre. Il faut qu'on l'écoute et qu'à la fin, on nous fera le point pour dire, bon, voilà ce qui lui est reproché. À partir de ce moment-là, on pourra continuer. Mais je voudrais rappeler à mon confrère que moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec un homme qu'on appelle Latif Koulibaly, le tombeur de Wad. C'est lui qui a fait tomber Wad au Sénégal. J'ai étudié dans son école, j'ai travaillé dans sa rédaction et je corrigeais lui ses chroniques. C'était des chroniques incendiaires. Une chronique étayée par des investigations. Il a plein de livres qu'il a écrits. Donc je dis, quand vous vous lancez dans l'investigation, tout journaliste qui se lance dans l'investigation, c'est qu'il se lance sur le chemin de gros risques. Donc c'est un genre majeur où n'importe qui ne peut pas faire ce genre de chronique-là. Mais je dis, à l'étape où nous sommes, moi, je n'accuse personne. Je ne dis pas que ça profite à ceci. Vous allez voir la sérénité au niveau de la mouvance. C'est le calme avant la tempête. Je veux dire, cette sérénité-là... Le calme avant la tempête, c'est-à-dire? Écoutez, il y a des informations que nous avons tous entendues dans les chroniques du frère Onvi. Ni moi, ni Léandre, ni vous, n'avons pas accès à ces informations-là. Et au pays, même nous-mêmes, parfois nous qui sommes au pays, c'est lui qui, de l'extérieur, nous informait. Donc j'ai dit, c'est des personnes proches du pouvoir qui sont certainement à la base de la sortie de ces fuites d'informations. Donc aujourd'hui, c'est le calme, parce que personne ne veut s'agiter pour qu'on sache qu'il est concerné. Mais il faut qu'on attende. Je demande à tous les Béninois qu'on patiente jusqu'à ce que le procureur nous cite les chefs d'accusation. Parce que tout débat sera fait à partir de ce niveau-là. Même les grands juristes, parce qu'aujourd'hui, s'ils font le débat, sur quelle base? Vrai qu'il a été interpellé, bon, nuitamment, il a été ramené au Bénin, il a été récupéré par la police, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est après ça. Vous ne pouvez pas reprocher aux hommes politiques de faire de la récupération politique.
ils ont appelé les gens à sortir. Personne ne sortira. Parce que dans cette affaire-là, il faut le dire, on ne fait pas Django partout. Et j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas Django partout. Vous suivez les hommes politiques, un malheur vous arrive, mais on se fout de votre famille, hein. On ne vous a pas demandé de vous sacrifier pour eux. Et c'est pour ça que vous allez constater que de jour en jour, dans les deux camps, quand on appelle les gens à la mobilisation, ils disent non, on y gagne quoi? Il n'y a plus d'entrain. Non, on y gagne quoi? Donc aujourd'hui, chacun joue sa responsabilité. Moi, je dis, si quelqu'un fait le con, il joue au Django, il va en payer le prix. Il va en payer le prix parce que j'estime que nous n'avons plus le droit d'exposer de recevoir les balles à la place des hommes politiques. Nous n'avons plus le droit. Je dis aux citoyens béninois, nous n'avons plus le droit d'exposer nos poitrines pour recevoir les balles destinées aux hommes politiques. Ils nous qu'à aller régler le compte entre eux. C'est vrai que si Rumbi se retrouve en prison, ils iront passer la nuit avec lui. Est-ce qu'on va même savoir s'il a une famille, il faut s'occuper de la famille? Non. Au Bénin, ici, quand vous servez les intérêts des hommes politiques, vous êtes adulé. Mais le jour où vous tombez, bon, on vous conjugue au passé. On vous conjugue au passé. Donc, je dis, tout ce qui se fait à cette agitation n'arrange pas les choses. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Hein. Quand vous voulez réagir, il faut voir l'adversaire que vous avez en face de vous. Quel est son mode opératoire? Et j'ai constaté que ce ne sont pas ces gens de discours-là qui ramollissent la position du régime en place. Ce genre de discours, parfois, ça durcit. Ça nous donne le contraire, le résultat contraire de ce à quoi on s'attendait. Donc je dis, moi j'attends qu'on me dise peut-être d'ici ce soir demain les mobiles, les chefs d'accusation et ceux qui sont les érudits de droit, nous vont essayer de nous décortiquer parce qu'il y a dans ce jeu-là le code de l'information. C'est ça qu'on a utilisé pour chicoter et corrogoner. Quand bien même que ce n'est pas Corrogoné qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Vous voulez parler du code du numérique? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, Corrogoné a fait l'appel du NIC. Ce n'est pas lui qui a dit de poster sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a réussi à poster, mais on l'a pris. On lui a appliqué le code du numérique. Aujourd'hui, il y a tellement de lois, même les Béninois savent que vous ne pouvez pas vous regrouper, vous attrouper dans la rue. C'est à vos risques et périls. Si on vous prend là, peut-être que de temps en temps, les gens vous enverront un pain, ils viendront vous voir, mais le reste, basta. Hein. Merci Alphonse Moïtoudi. On croise donc les doigts. On va suivre également, Radio Cotonou va suivre également ce dossier. Peut-être on reviendra ici jeudi en dire davantage. Reprise annoncée de chargement du pétrole nigérien sur la plateforme de l'oléoduc Assem-Podji. Un navire a été aperçu ce vendredi dans la baie de Cotonou. C'est le deuxième sujet que nous abordons, Julien Ketty. En attendant les informations officielles, on peut quand même s'en réjouir si réellement le chargement a repris à Assem-Podji. Dans ce dossier, autant il faut... on a convenu, et nous aussi, avec les personnes suffisamment sensées dans la République, de parler moins pour croiser nos doigts et obtenir plus de résultats dans l'opérationnel, pour le bien-être des deux peuples. Autant il faut retenir que aucune information ne sera anodine dans cette affaire. Ce n'est pas en l'air que ça commence à circuler, que donc le chargement du pétrole nigérien via les eaux béninoises reprend ou est en passe de reprendre. J'ai lu quand même que c'est des médias plus ou moins crédibles qui en parlent. Je n'ai pas entendu un démenti du pouvoir béninois, c'est vrai. Je ne me suis pas déporté sur ces mets. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour constater de visu ce qui se dit. Mais je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est la preuve que... Est-ce qu'on ne va pas un peu bomber le torse? Qu'on a été entendu. Ouais. Mais il y a beaucoup de Béninois qui, contrairement à d'autres qui étaient va-t-en-guerre, il y a beaucoup qui disaient parlons moins, appelons nos dirigeants à mettre du bémol dans leur position, demandons à Niamey également de savoir raison garder. Déjà qu'il y a eu les pourparlers qui ont repris, le dialogue a été... les deux pays ont renoué avec le dialogue. On est venu dans ce studio pour s'en réjouir.
On a même dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je me rappelle avoir insisté sur le fait, et je me rappelle la question que vous m'aviez posée avant que je vous réponde avec autant d'insistance. Vous avez demandé, M. Kiti, dans quel timing nous pensons, nous espérons que les frontières pourraient être ouvertes, ou bien que la collaboration, la coopération entre les deux pays pourrait reprendre comme cela se doit. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de délai pour ça. Je vous ai dit concernant les frontières que si sous 24 heures les frontières s'ouvraient, j'en serais très heureux, comme beaucoup d'autres Béninois, surtout les transporteurs. Parce que, je l'avais rappelé également, on n'avait pas besoin de régler tous les différends avant de constater que, bon, maintenant on peut ouvrir frontières, maintenant on peut reprendre avec le transfert ou le transport du pétrole nigérien qui rapporte de l'argent aux deux pays. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train d'être de se passer, c'est-à-dire que les pourparlers continuent entre le Bénin et le Niger. On essaie d'aplanir les divergences de point de vue ou de perception autour des questions sécuritaires. La principale pomme de discorde entre les deux pays, surtout du point de vue de Niamey. Et puis on se dit, mais est-ce que ça empêche qu'on fasse passer le pétrole? Non. Et donc, s'il y a eu un moratoire qui a été trouvé entre les deux pays pour que le pétrole recommence à être transporté, c'est tant mieux, parce que le Niger va engranger une manne financière assez solide et le Bénin va gagner ce qu'il devrait gagner du fait du transport du pétrole par ici. Ensuite, ça a l'avantage également de réduire, de freiner les élans de Niamey, de chercher à construire d'autres pipelines par le Tchad ou par le Cameroun ou encore d'autres pays. Donc, je pense que si ça reprend le flux de l'or noir du Nigérien, ça reprend pas Cotonou, pas Semekoudi, je pense que les Nigériens vont se dire, surtout qu'on commence pas à s'entendre, trouver des raisons de nous entendre, qu'il vaut mieux composer avec Cotonou. Et les autorités béninoises, le président de la République du Bénin en premier, ont donné suffisamment de gages que, quelles que soient les circonstances aujourd'hui, ils vont se dire ce qui nous unit, le Bénin et le Niger, est plus fort que ce qui nous divise, et que s'il y a des incompréhensions, ils vont plutôt travailler à régler ces incompréhensions. Heureusement que la bête dangereuse, la CEDEAO, avec tout ce que cela a constitué de compromettant pour le Bénin dans ses rapports avec ses voisins directs, s'éloigne de notre affaire. Et comme on l'a dit l'autre fois ici, je suppose que vous n'avez pas prévu de questions dans ce sens, que la CEDEAO ne s'approche plus de notre affaire, que les deux frères Patrice Talon et Abdourahmane Tiani se parlent comme deux frères, et que ils sont déjà sur la bonne voie. C'est clair. Et que le pétrole nigérien coule à flot. C'est vrai que c'est l'ancien président du Niger qui l'avait dit ici, Bazoum. Bon, il est en train de régler ses problèmes maintenant. Mais aujourd'hui, avec Tiani et Talon, pourquoi pas, on peut emprunter même à quelqu'un qui est déchu une phrase qui vous arrange. Le pétrole nigérien, c'est le pétrole béninois. Alphonse Moïse, si l'information s'avérait, on va s'en réjouir. C'est quand même un bon coup pour le diplomate béninois, non? Juste après la présentation de ces lettres figurées. Le bruit ne fait pas du bien. Et le bien ne fait pas du bruit. J'ai déjà dit que dans cette affaire, c'est les négociations underground. C'est pas de venir faire la chaude gorge sur les plateaux de la télévision qui va régler la situation. Vous avez vu, depuis que nos deux anciens présidents se sont rendus là-bas et qu'il y a une délégation nigériane qui est venue au Bénin, les choses évoluent lentement, mais posément. Donc, nous allons nous lever un matin, peut-être avant la fin de l'année, on va constater que les frontières sont ouvertes. Ceux qui veulent... vous avez constaté que ce soit du côté du Bénin, du côté du Niger, les hommes politiques qui voulaient récupérer cette situation à leur profit, ils n'ont pas gagné. Ils se sont vus obligés de se taire. Parce que c'est pas en faisant du bruit qu'on va... Dans le bruit, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Et quand vous discutez, vous ne vous écoutez pas. C'est un dialogue de sourds. Donc, les choses vont se régler d'elles-mêmes si chacun
prend conscience que sa vie dépend de celle de l'autre, et puis ça va aller tranquillement. L'essentiel pour moi, c'est que les activités reprennent, parce que si les activités reprennent, nos jeunes frères, nos parents qui travaillent dans ces différents secteurs-là vont retrouver leur travail et vont pouvoir stabiliser la vie de leur famille. Parce qu'un père de famille qui perd son boulot, qui n'arrive plus à nourrir sa progéniture, expose ses enfants et son épouse aux esprits malins. Donc je dis, c'est un nouveau pas, un beau matin on va se lever, on va nous dire que bon, il n'y aura même pas de communiqué officiel, on va juste constater que les activités au niveau des différentes frontières ont repris. Donc je voudrais nous exhorter, quand les situations comme ça, les premières réactions ne sont souvent pas les bonnes réactions. On parle, après on se rend compte qu'on aurait dû se taire. Et je voudrais nous demander, face à toute situation, il faut éviter de se précipiter à parler, parce que demain votre parole peut vous lier contre vos opinions. Donc je remercie les deux présidents, je remercie les deux gouvernements qui travaillent certainement, qui continuent de travailler underground. Chacun a reconnu son tort. On ne peut pas se lever d'un seul jour et dire bon, on va tout faire ensemble, mais on ira pas à pas, parce que les relations politiques ne devraient pas porter un coup aux relations commerciales. Donc je dis, on va prier pour que les choses aillent très vite et que désormais les transporteurs, les chargeurs, les chauffeurs, tous ceux-là qui en temps ont été mis au chômage technique puissent reprendre tranquillement leur boulot et récupérer leur famille. On parle, oui, très rapidement. Oui, très rapidement. C'était précisément sur le rôle de l'ambassadeur du Bénin près le Niger, mon grand frère l'honorable Gildas Agoncan. J'ai eu le bonheur de le croiser comme ça fortuitement le 1er août après donc le défilé. On a pu causer un peu à bâton rompu, où je lui taquinais en lui disant mais grand frère, pourquoi bizarrement dans tout ce qui se passe là, je me demande mais c'est juste au moment où on a fini le chef de l'État a fini de te nommer et je voulais voir tes prouesses dans la diplomatie entre le Bénin et le Niger, et cette situation est arrivée. Je l'ai vu prendre un air extrêmement sérieux pour me dire mon frère, vraiment c'est une situation déplorable qui nous fait mal nous tous, et beaucoup ne savent pas jusqu'où cette affaire-là, le chef de l'État béninois avait envie que ça finisse très tôt et que les relations entre les deux pays reprennent, et que c'était une mauvaise appréciation que de penser que le chef de l'État béninois était va-t-en-guerre, mais que heureusement que les gens commençaient pas à comprendre, et que lui il était convaincu que dans les jours qui allaient suivre, on se parlait le 1er août, qui m'excuse donc d'en parler ici, que les jours qui allaient suivre, il était convaincu que le diable ne permettrait pas que d'autres incompréhensions plus graves arrivent. Et quelques jours après, vous voyez, je le vois là-bas à Niamey, en train de prendre fonction, je veux parler comme ça en français facile. Et puis, vous voyez, je tire de cette conclusion, de cette évolution des faits, qu'on est passé à une autre dimension. On a quitté l'étape des médiateurs, on a quitté l'étape des soutiens des deux partis, qui pratiquement tacitement guidaient les leaders de par leurs commentaires, comme des fan clubs. Et maintenant, on a installé l'ambassadeur du Bénin près le Niger, s'est installé. En tout cas, formellement, il est reconnu par les autorités nigériennes. Ça signifie que désormais, au lieu que ce soit seulement par des rencontres sporadiques, des comités et tout ça, même si ça fonctionne, au jour le jour, au quotidien aujourd'hui, quand le gouvernement béninois veut faire porter des informations aux autorités nigériennes, il y a des concertations à faire au quotidien sur cette affaire pour faire avancer les choses. L'ambassadeur du Bénin près le Niger est là, représente valablement le Bénin et peut faire cette diligence-là. C'est peut-être tout ça qui a fait que les choses sont allées très vite pour que le pétrole nigérien recommence à être transporté par le Bénin. Donc, j'ai envie de dire bon courage, force et courage à Gildas Agoncan pour que il puisse réussir cette mission, parce qu'au-delà de tout, j'ai toujours dit, partout où nous menons des combats, que ce soit professionnels, politiques,
nous menons également le combat d'une génération. Il est jeune, bon, peut-être un peu plus âgé que nous, mais il est jeune. Et s'il ne réussit pas cette mission, parfois c'est une chance que de démarrer une mission comme ça, en ayant des patates chaudes entre les mains. Ça montre, j'ai envie de faire un tour à l'église pour vous dire, Dieu ne vous donne des croix à porter que s'il est convaincu qu'il vous a donné les forces pour les porter. Merci Jules-Léandre Kéti. Nous allons parler à présent pour refermer Actu et Débat de ce jour. Culture, ça n'arrive pas souvent sur Actu et Débat, mais on en parle quand même. Actualité oblige. « 20 ans, la semaine écoulée qui nous a quittés, Yonan Soso-Pierre, alias Jonas Pedro, dont la beauté et la pertinence de la musique produisent encore de l'émotion dans le cœur de ces mélomanes au Bénin et partout dans le monde. Jonas Pedro semble passer aux oubliettes. Alphonse Moïse Soudier, vous avez également fait ce constat, vous? Mais oui, je crois qu'on parlait du musée de Jonas Pedro dans son village qui est tombé en désuétude. Vous savez, je ne sais pas comment on traite nos artistes. Et ça me fait souvent mal. Mais vous allez voir encore des artistes. Moi, j'ai été surpris quand un jour je suis allé à Porto Novo manger et qui je vois Adolphe Yelouassi qui vient vendre lui-même ses CD. Ça m'a surpris. J'étais avec un ami policier. Il dit, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais dans ce métier, il n'y a personne pour vous aider. Pour ceux à qui vous confiez vos productions discographiques, ils sont là pour vous escroquer. Bon, on a vu ça. Et puis, je ne comprends pas. Après, vous entendez que tel est mort. Bon, on lui rend les hommages. Quelques jours après, le reste, on l'oublie très vite. Il va falloir que le ministère de la Culture trouve d'autres stratégies pour que nous puissions accrocher dans les mémoires des Béninois ces artistes-là. C'est ça la réalité. Quand vous êtes en vie, vous êtes l'ami de tout le monde, vous êtes le chouchou de tout le monde. Quand vous mourrez, basta, il a fait son temps, on l'oublie. Donc il va falloir que nos artistes, c'est la même chose, entre-temps, c'était la même chose avec les bosseurs. Vous voyez comment les bosseurs que nous avons connus, un grand Soweto, vous avez vu comment ça a fini, un certain Boko Georges, on ne sait même plus là où ces gens-là se trouvent. Il faut que l'État, de façon peut-être annuelle, une fois par an, qu'on trouve des journées qu'on dédie à tous ces artistes-là qui ont fait la gloire du pays, qui malheureusement nous sont quittés. Parce que ça, vous allez voir que de jour en jour, il n'y a plus de musiciens. Les gens préfèrent faire autre chose parce qu'ils disent, mais si tu es musicien, tu chantes pour tout le monde. On pense que tes albums, tu les vends bien. Et tu finis un spectacle, toi en tant que musicien, tu rentres chez toi sur une Djenana, ou bien c'est un ami qui te revoque. On s'est dit, mais toi tu fais tout ça là, tu n'as même pas l'argent de t'acheter une petite voiture. Donc il y a des gens qui se font appeler promoteurs, mais qui sont là pour escroquer les artistes. C'est pas bon. En temps, les gens avaient dénoncé ça. Ils n'ont pas reçu le soutien de l'État pour que ces tueurs d'esprit là, d'esprit créatif. Parce que si moi je suis artiste et que je chante, je sors des disques et que après on me dit que ce qu'on a vendu, voilà, la marge bénéficiaire, ça ne te permet même pas d'acheter une parcelle. Et que José Viquet, finalement, on a dû lui offrir une maison avec tout ce qu'il a fait, tous les prix qu'il a gagné, il n'a pas pu s'offrir une maison. Après, je crois que c'est la loterie, une structure qui lui a fait une maison. Il faut que nous puissions rendre hommage à nos artistes. Parce que c'était le projet Bénin Passion de Jean-Luc Aploga. Vous avez vu ce que c'est devenu après Bénin Passion. Est-ce que vous, Jules-Léandre Kéti, est-ce que vous avez non, je ne parle pas de Jean-Luc Aploga, mais après il y a quelqu'un qui a dû racheter les trucs là pour les dupliquer. Mais les artistes n'avaient rien. On fait 1000, on dit aux artistes nous en avons fait 200. Est-ce que vous avez l'impression, Juliane, très rapidement, que tout ce qui se fait après le décès de cet ambassadeur, la musique béninoise, Jonas Pedro, cadre avec la gloire que l'artiste a connue? Non, je pense que, et ça c'est mon intime conviction, qu'il y a un gros péché qui a été commis par la famille de Jonas Pedro. Je parle même de la famille biologique, parce que Jonas Pedro, c'est vrai, le talent, ça ne se force pas. Jonas Pedro, avec sa taille, ses compétences, ou son talent. Il y a des enfants de Jonas Pedro, depuis le collège, moi j'ai été ami à des enfants de Jonas Pedro qui faisaient de la musique. Il y a eu même un parmi eux qui s'est exporté vers, je crois, l'Espagne. Et alors, c'est la famille qui a créé d'abord le musée. Qu'est-ce que la famille fait pour imposer à l'État
d'accord, d'accompagner. Le monde du showbiz béninois, les producteurs de spectacles, c'est eux qui initient des choses. Observez. Mais ils existent encore, ce monde de showbiz là. Mais attendez. Mais qu'est-ce que la famille fait? Qu'est-ce que nous faisons, nous, Mais regardez, également, journalistes? Voilà, nous journalistes. Oui. Mais vous êtes en train de jouer votre partisan et votre partition en programmant ce sujet-là. D'accord? Et je suis sûr que, parce que en dehors de ce que vous êtes journaliste, très bon journaliste, je vous le dis avec beaucoup de conviction, vous êtes un excellent animateur également. Donc, je suis sûr que dans la veine du 12 août, qui faisait donc les 20 ans du décès de Jonas Pedro, tous les espaces d'animation que vous avez eu, vous avez dû doser votre programmation musicale avec les chansons de Jonas Pedro. Et quand vous regardez dans votre JBCR, dans votre sonothèque, si vous voulez jouer du Jonas Pedro, vous pouvez en faire pendant des semaines et des semaines. Et Jonas Pedro, paix à son âme, il a été un véritable ambassadeur de la culture béninoise et de tout le Bénin. Parce que Jonas Pedro n'a pas demandé le soutien de quelqu'un avant de s'imposer à Frécando. Et quand il était mort, on voulait lui rendre des hommages ici. Je me rappelle très bien ce que Bonkana Maïga était venu dire ici. Les deux étaient rentrés dans une école de musique. Et quelques temps après, Jonas Pedro dit, mais ce qu'on est en train de m'enseigner là, c'est puisé dans ma tradition. Il a quitté l'école et c'est pourquoi il est devenu un excellent chanteur-musicien. Et puis, Bonkana Maïga, qui a fait l'école jusqu'à la fin, qui a fait les cours, mais qui n'a pas eu une très grande carrière de musicien, de chanteur, mais qui est rentré après dans l'arrangement, dans la production et autres là. Mais pour Africando, c'est encore eux qui sont battus après pour chercher à avoir un autre représentant au Bénin. Et on a récupéré Jos Pinto. Mais il y a le terreau qui n'est pas là. Le showbiz béninois ne permet pas l'éclosion des artistes. Si le chef de l'État, par exemple, dit « Ok, le gouvernement donne l'argent pour faire musée », un gouvernement n'a pas vocation à faire tout le temps ces choses-là. Le gouvernement montre la volonté politique, mais les moyens... J'ai entendu. Mais ce sont ces enfants... J'ai entendu des artistes béninois refuser le cachet qu'on leur a proposé par rapport aux artistes étrangers. J'ai entendu ça dans mais ça, c'est encore une bataille. Mais oui, ça, c'est encore une autre bataille. Ça, c'est sous-estimer nos artistes. Non, oui, mais faire vivre l'artiste au travers de ses œuvres, en parler comme on en parle, est-ce que c'est suffisant, Alphonse Moïse? Vous savez, moi, est-ce qu'on ne pourra pas faire mieux, par exemple, pour Jonas Pedro et bien d'autres? Très rapidement, 30 secondes. 20 ans d'essai et on n'organise aucun spectacle, on attend que les autorités justement, écoutez, est-ce que les enfants en ont les moyens? Moi, quand j'étais au primaire, j'ai fait CSP Bito. Sa maison n'était pas loin de là. Avec mes amis, quand nous sortions de l'école, on allait voir Jonas Pedro en train de répéter avec les ladières. On allait... Mais est-ce que vous savez que depuis son vivant, Jonas Pedro lui-même n'était pas soutenu de façon extraordinaire? Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes sont bien organisés? Parce que moi, mais voilà, je suis un peu embêté. C'est le secteur qui va s'organiser. Je suis un peu embêté. Est-ce qu'on pourra faire mieux? Oui, je suis un peu embêté. Très rapidement. Tous les grands spectacles qu'on organise au Bénin, on donne la priorité aux artistes étrangers. Non, je vous en prie. Moi, je suis l'autre débat. Non, je vois ça. Écoutez, je vous donne un seul exemple. Vano Baby, on lui a proposé des cachets dans ce pays. Il a regardé des gens insoupçonnables en face pour leur dire je ne prends pas ça. Mais oui, et je ne fais pas. Et Vano a continué à travailler. Une structure comme la Centrale Compagnie de Richard Flash a organisé sur fonds propres un spectacle. D'accord, je crois le rendez-vous du gang à la plage de Cotonou, mais ça a eu un succès. Allez revoir les images. Si on répète des choses comme ça, n'importe quel promoteur va venir ici. Quand Vano, quand Nekano, ils vont dire nous voulons tel cachet, on va le leur payer. C'est en toute circonstance. Vous vendez moins cher, on vous achète à crédit. C'est ce débat de ce lundi. On va revenir sur cette préoccupation-là. Je remercie à la mise en onde de Patrice Bédia, prise de vue. Il y avait Job Chikpe, présentation Brice Bilaïdjeji. Le programme se poursuit sur Radio Cotonou. Restez avec nous.